Les décisions dont voici la substance ont sanctionné la séance du Conseil des ministres de ce mercredi 15 mai 2024, présidée par le chef de l'État, M. Patrice Talon. Il s'agit essentiellement des communications, dont le point 1 porte sur la contractualisation pour l'acquisition d'équipements et de matériel sportif au profit des classes sportives. En guise de rappel, le projet de classe sportive s'inscrit dans le cadre de l'institution de la pratique des disciplines sportives en milieu scolaire. Il se veut novateur et inclusif et vise à détecter, former et faire la promotion des talents à la base. À ce jour, 88 classes sportives sont ouvertes sur toute l'étendue du territoire national et 816 encadreurs sportifs ont été recrutés, formés puis déployés pour les prendre en charge. En outre, le gouvernement a planifié d'étendre le programme à 76 autres collèges pour impacter à terme, au minimum, 2 collèges par commune, en fonction notamment de la superficie et de la disponibilité des infrastructures. D'ores et déjà, il est à observer que cette initiative fait de notre pays, depuis 3 ans, une référence en matière de détection et de formation des jeunes talents. En effet, dans les compétitions internationales mettant aux prises les équipes scolaires, le Bénin est champion en Afrique et fait bonne figure au niveau mondial. C'est pour améliorer les conditions de travail de ces enfants et subséquemment leur performance, au fin de mieux les préparer aux compétitions de haut niveau, que le Conseil a autorisé la contractualisation avec le groupe Puma et la Société d'investissement et de promotion de l'industrie CIPI Bénin en vue de la fourniture au profit des classes sportives des matériels et équipements nécessaires. En point 2, mesures pour l'achèvement des travaux de construction de l'hôpital de zone de Tchaourou et de 6 centres de santé d'arrondissement. Le point de la réalisation de ces projets révèle des taux d'exécution physique de 52,70% pour l'hôpital de zone de Tchaourou, 72% pour le centre de santé de Tchatchou, 90% pour celui de Goro, 91% pour Alafiarou, 94% pour Béterou, 93% pour Sanson et 94% pour Kika. À l'évidence, le niveau d'exécution des travaux est globalement appréciable. Ils auraient dû être achevés si les entreprises en charge de leur réalisation n'avaient été confrontées à diverses difficultés d'approvisionnement liées notamment au renchérissement des prix de certains matériaux en raison du conflit russo-ukrainien et des conséquences de la crise du Covid-19. Aussi, ont-elles sollicité du maître d'ouvrage un réajustement des coûts initialement retenus. Le Conseil y a marqué son accord et instruit le ministre de la Santé d'accomplir les diligences nécessaires pour l'achèvement des travaux dans les meilleurs délais. La décision de levée provisoire préalablement imposée sur le pétrole nigérien fait suite à une démarche salutaire et formelle posée par les autorités de Niamey. En effet, de la déclaration lue par le ministre béninois en charge de l'énergie et des mines le mercredi 15 mai 2024, il ressort que la douane nigérienne a adressé une lettre à la douane béninoise pour la participation d'une délégation de cadres nigériens ensemble avec les cadres béninois aux opérations de chargement telles que prévues par les accords. Cet acte posé par les autorités de Niamey démontre qu'elles ont parfaitement appréhendé le sens et la portée de l'invitation à elle faite par Patrice Talon de rendre formelle leur relation avec le Bénin. Mesdames et messieurs les journalistes, bonsoir et bienvenue à ce point de presse que j'anime en conjointement avec le directeur général de la CNODC, la maison mère de Wako Bénin, en charge de la construction et l'exploitation du pipeline d'espoir Niger-Bénin. Mesdames et messieurs, dans le cadre de ce projet, le Bénin et le Niger ont signé un accord appelé accord bilatéral qui fixe les conditions générales qui présideront à la construction et à l'exploitation du pipeline sur les territoires du Niger et du Bénin. Selon les dispositions de l'article 3.1 de l'accord bilatéral, le droit de transit du pétrole brut en provenance du territoire nigérien sur le territoire béninois est octroyé à l'État du Niger et c'est en vertu de ce droit que tous les autres accords et instruments juridiques ont été mis en place.
Conformément à l'esprit de l'accord, l'État du Niger et l'État du Bénin sont tous garants de la jouissance à travers le système de transport du droit de transit octroyé à l'État du Niger par les expéditeurs de pétrole brut en provenance du Niger. Le Bénin entend jouer sa partition dans tous les accords signés dans ce cadre. Le Bénin entend jouer sa partition dans tous les accords signés dans le cadre de ce projet. La douane nigérienne ayant adressé une lettre à la douane béninoise pour la participation d'une délégation du cadre nigérien ensemble avec les cadres béninois aux opérations de chargement telles que prévues par les accords, nous avons donc décidé d'autoriser le chargement du premier navire qui mouille dans nos eaux, c'est-à-dire donc que le Bénin n'a aucune intention de nuire ni aux intérêts de l'État du Niger, ni à ceux de notre partenaire commun, la CNODC, maison mère de Ouako. Toutefois, il est important de noter que cette autorisation ponctuelle et provisoire, telle que mentionnée dans la lettre de la douane nigérienne, ne saurait être érigée en règle de conduite pour l'exploitation normale du pipeline qui doit se faire dans un cadre normal de relations entre États. Aussi, vous annoncer qu'en vertu des articles 21 et 22 de l'accord bilatéral et de l'article 10.4 de l'accord du gouvernement hôte, la société Ouako a sollicité la tenue de la réunion du comité inter-État Bénin-Niger, le pilotage du projet, au fin d'examiner les sujets urgents liés à la bonne conduite des opérations d'exploitation du pipeline. Notre pays, le Bénin, a donné son accord pour la tenue de cette réunion du comité inter-État. Des propos qui visiblement ne sont pas rentrés dans des oreilles de sourds. La belle preuve est que le Bénin a réagi positivement à travers la demande des autorités nigériennes formulée au Bénin, ce qui crée un cadre formel. Cela signifie que le Niger a bien compris ce qu'il fallait faire et que le Bénin ne demandait rien d'extraordinaire. Deux groupes parlementaires à l'Assemblée nationale du Bénin, à savoir le Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau, ont réagi sur la situation de crise entre le Bénin et le Niger. Des déclarations faites à la tribune de l'hémicycle par le député Hassan Seibou au nom du groupe parlementaire Bloc républicain et par la députée Alice Dadeyon au nom du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau. On retient que les députés de ces deux groupes parlementaires sur les trois que compose l'institution soutiennent la position du gouvernement du Bénin qui, rappelons-le, a suspendu l'autorisation du convoyage par pipeline du pétrole du Niger vers la mer au Bénin en vue de son exploitation. Ceci parce que les autorités nigériennes refusent toujours d'ouvrir leurs frontières terrestres avec le Bénin. L'ouverture subséquente des frontières de notre pays avec notre voisin, ainsi que les nombreuses démarches initiées par le gouvernement du Bénin en direction des autorités du Niger depuis septembre 2023 sont la preuve irréfutable de la volonté du chef de l'État, Patrice Talon, à renouer les liens avec notre pays frère, le Niger. Le groupe parlementaire UP Le Renouveau regrette cette attitude de mépris des autorités nigériennes vis-à-vis de notre pays qui n'a rien fait d'autre qu'appliquer, au même titre que le Nigeria, une décision communautaire prise en vertu des textes auxquels les pays membres ont adhéré, y compris la République sœur du Niger. Notre groupe parlementaire condamne par ailleurs les propos regrettables et mensongers constamment tenus par les dirigeants du Niger à la recherche d'un bouc émissaire à l'égard des autorités et de l'État béninois à des fins de manipulation de l'opinion nationale et internationale et qui sont maladroitement amplifiés sur les réseaux sociaux. Le groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau soutient le gouvernement pour avoir pris acte
du maintien par le Niger de la fermeture de sa frontière en ordonnant subséquemment la suspension du chargement par navire dans nos eaux territoriales du pétrole brut produit par la République du Niger. Aujourd'hui encore, c'est avec stupéfaction que les Béninois constatent qu'après la levée des sanctions de la CEDEAO et l'ouverture des frontières par tous, le Niger continue de garder fermée seulement la frontière du Bénin. Chers collègues, vous comprenez avec moi qu'il y a manifestement une totale incohérence avec les frontières du Niger et les informations que nous connaissons sur notre pays. Cette situation interpelle tous les Béninois. Pour nous, le Bénin passe pour un bouc émissaire de la situation que traverse le Niger, car réellement, aucune menace de sécurité liée à la présence de troupes étrangères n'explique l'attitude du Niger. Le groupe parlementaire Bloc républicain exprime du haut de cette tribune sa totale solidarité à la posture de notre gouvernement dans cette affaire de pipeline pétrolier du Niger. Le Bénin, après un embargo sur le pétrole nigérien, a décidé de lever provisoirement cette mesure. Le parti d'opposition, les démocrates, s'en félicite. Cependant, la crise demeure. Cette formation politique de l'opposition dit vouloir un dénouement définitif de la crise. Le choix du Bénin, donc, pour le projet aurait été fait par le Niger pour plusieurs raisons, dont celle-ci. Notre pays a offert plusieurs options techniques, la première raison. La deuxième raison, c'est que les bonnes relations entre le Bénin, notre pays, et le Niger, et ce, sur le plan diplomatique, économique et social. La troisième raison, la paix légendaire du Bénin. La sécurité et la stabilité politique qui y règnent ont accéléré les conditions préférentielles. Et enfin, la quatrième raison, entre autres raisons, la création d'un environnement favorable à l'investissement et aux affaires au Bénin. L'objectif de départ est d'acheminer 90 000 barils par jour, puis 200 000 barils par jour d'ici 2026, pour une durée d'exploitation minimum de 40 ans. La mise en œuvre du pipeline Export Niger-Bénin n'est que la continuité des bonnes relations historiques qui ont existé entre nos deux pays. En somme, ce qui unit nos deux pays est plus fort que ce qui nous divise. Ce projet de pipeline ne doit aucunement échouer pour le bonheur des peuples du Bénin et du Niger, et bien plus pour les générations à venir. Le rôle du dirigeant dans un pays avec une tradition de paix comme le nôtre ne doit jamais consister à la remise en cause de cette paix. Ce qui se dessine depuis le 6 mai 2024 est un spectacle triste, sombre, pas du tout agréable ni à la vue ni à l'ouïe. Au regard de notre histoire commune, il y a lieu de réaffirmer avec force et conviction que la mise en œuvre du pipeline est la continuité des bonnes relations qui ont existé de tout temps entre les deux pays. En ce moment où notre pays et le Niger sont en difficulté et en proie à une crise ouverte, nous convions nos dirigeants de part et d'autre de notre fleuve, le Niger, de ne pas tomber dans l'amnésie, mais d'avoir en mémoire l'histoire vivante du long vivre ensemble harmonieux tissé par nos deux peuples. Aussi, au regard de notre vécu historique commun, le Parti Les Démocrates invite instamment nos dirigeants de part et d'autre de notre fleuve, le Niger, à se départir de tout chauvinisme, d'entamer courageusement la désescalade et d'éviter tout propos de nature à envenimer la situation.
Le parti préconise un dialogue direct entre les deux pays, sans ingérence des puissances étrangères, conformément aux recommandations du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Enfin, le parti demande au président Patrice Talon de considérer la crise actuelle comme étant un problème national qui appelle de sa part la consultation en urgence des forces vives de la nation dans la perspective de créer les conditions pour maintenir impérativement ce projet au Bénin et éviter sa délocalisation dans un autre pays. C'est là le sens du patriotisme que chacun de nous doit avoir, l'humanité d'afficher en vue de préserver l'intérêt des générations à venir. L'ancien président du Gabon, Ali Bongo, entame une grève de la faim pour dénoncer des tortures dont plusieurs membres de sa famille seraient victimes. Soutenu par ses deux autres fils, Jalil et Bilal Bongo, eux aussi en résidence surveillée, Bongo proteste contre les actes barbares dont seraient victimes sa femme Sylvia et son fils Noureddine. Selon les avocats de la famille Bongo, Noureddine aurait été soumis à des coups de fouet et de taser. Sylvia aurait, elle, fait l'objet de coups et d'étranglements. Une plainte a été déposée à Paris pour obtenir la désignation d'un juge d'instruction chargé d'enquêter sur ces allégations. Une première plainte simple déposée par Sylvia Bongo en septembre dernier avait déjà été classée sans suite. Ali Bongo Ondimba a perdu le pouvoir suite à un coup d'État mené par le général Brice Oligui Nguema en août 2023. Un rassemblement géant à Katogota en hommage aux 365 personnes tuées le 14 mai dernier dans ce village au sud Kivu, en République démocratique du Congo. Une procession qui va invoquer les dieux au bord de la rivière Ruzizi pour que la justice tant promise aux parents des victimes soit enfin réalité. Nous avons l'espoir que les cœurs de nos proches décédés seront ressuscités le premier jour par le Christ qui est vivant avec les autres qui sont décédés dans la foi. Nous te remercions pour toute grâce que tu as accordée à tes fidèles ici-bas. Un monument est érigé à Katogota en souvenir du massacre. À la chapelle Bon-Berger, l'association des victimes entretient l'espoir en attendant la justice. Des victimes continuent à réclamer et à pleurer chaque jour qu'il y ait justice, puisque nous avons vu qu'il y a vraiment un silence de mort pour le gouvernement congolais et pour les partenaires du gouvernement congolais. Voilà un peu en grosso modo l'importance de ces monuments que la population avait érigés. C'est toujours en mémoire et pour rappeler le gouvernement que vraiment le silence ne suffit pas. Il faut passer maintenant par les actes, aux paroles par les actes. Vraiment, c'est un crime très grave et la justice congolaise, je pense qu'elle n'est pas compétente de traiter cette affaire. Il faudrait qu'il y ait comme une justice internationale au niveau de la République. C'est ce qu'on a toujours demandé. Parce qu'en fait, parmi les piliers, il y a aussi les piliers de la justice. Et peut-être les auteurs peuvent être punis. Le massacre de Katogota avait été imputé aux rebelles du Rassemblement congolais pour la démocratie. Le Soudan du Sud est confronté à une crise économique qui pourrait entraîner non seulement des difficultés mais également des troubles politiques. Dans un pays déjà en proie à ces deux problèmes, le conflit au Soudan a gravement perturbé les exportations de pétrole, privant ainsi le gouvernement de sa principale source de revenus. En effet, le pétrole représente 90% des revenus de Djouba. Le pays produisait 150 000 barils par jour de pétrole brut jusqu'en février. Mais selon une enquête de S&P Global Commodity Insight, la production est tombée à 70 000 barils par jour en mars, puis à 60 000 en avril. Pour l'État soudanais, la baisse de la production et la fermeture de l'oléoduc représentent un manque à gagner quotidien de 4 millions de dollars. Cette crise économique touche également la population qui se retrouve aujourd'hui confrontée à l'inflation.
tous les biens de consommation ou presque étant importés, ont explosé le coût de la vie dans le pays. Dans le cœur de la ville animée de Nairobi au Kenya, Goretti Akinyi, une adolescente de 17 ans, défie les attentes en excellant dans un programme de ballet communautaire. Parmi les danseurs, elle se démarque, sourde et muette, elle défie les préjugés pour poursuivre sa passion. J'ai rejoint le projet Elimu pendant la pandémie de Covid-19 en 2020. J'étais la seule fille sourde, mais Michael Wamaya, le fondateur du projet, était réellement disposé à m'aider. Il s'inquiétait pour moi car il s'agit de danse et je suis sourde. J'ai donc dû imiter les mouvements des entendants car je ne peux ni entendre ni parler. Déterminé, Goretti reproduit les pas de ses camarades, affichant une détermination sans faille à continuer sa quête artistique. Je suis vraiment inspirée par la danse. Actuellement, je suis au lycée et une fois que j'aurai fini, j'aimerais continuer le ballet. Je continuerai à copier les autres car je ne suis pas capable de lire sur les lèvres. Et c'est pour ça que j'aimerais que le ballet soit plus réglementé. S'il fallait compter de 1 à 4 avant de changer de mouvement, ce serait beaucoup plus simple pour moi. Dans un programme où le son est essentiel, le choix de Goretti n'a pas fait l'unanimité, mais pour sa mère, l'avoir progressé est une source de bonheur. Depuis qu'elle fait du ballet, j'ai remarqué une grande amélioration. À tel point qu'en la regardant danser, on pourrait croire qu'elle entend, mais ce n'est pas le cas. C'est par la grâce de Dieu qu'elle est arrivée jusqu'ici. Je n'imaginais pas qu'elle puisse atteindre le même niveau que les autres danseurs qui entendent. Ici, nous ne discriminons pas. Quelles que soient vos capacités, vous êtes le bienvenu. C'est pourquoi il est difficile de distinguer un enfant avec un handicap d'un enfant sans handicap. Surtout quand ils dansent, car ils ont appris à être ensemble, à danser en équipe. Ils ont appris à se respecter, à s'aimer, à partager ce que nous avons. À travers leur passion commune, Goretti a tissé des liens avec ses camarades et leur a même enseigné la langue des signes. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a promulgué mercredi un projet de loi visant à restructurer le système de santé. Cette réforme a pour objectif de lutter contre les profondes inégalités, la majeure partie de la population n'ayant pas les moyens de se payer des soins de santé privés. En substance, l'assurance maladie nationale est un engagement à éradiquer les inégalités flagrantes qui déterminent depuis longtemps qui reçoit dans notre pays des soins de santé adéquats et qui souffre de négligence. En mettant en place un système qui garantit l'égalité d'accès aux soins de santé, quelle que soit la situation sociale et économique d'une personne. Ce nouveau projet se heurte à de nombreuses critiques. Certains craignent que oui, du jour au lendemain, un boom va se produire et nous vous disons que cela se fera par étapes. Si vous avez peur de l'assurance maladie nationale, ayez confiance dans le fait que nous allons mettre en œuvre cet AMN de manière progressive afin de garantir que chaque sous-étape devienne une étape importante pour rendre l'AMN beaucoup plus efficace. Actuellement, 80% de la population dépend des services de santé publique, alors que 16% seulement ont accès à des soins de santé privés par le biais de plans d'aide médicale. Les partis d'opposition accusent Ramaphosa d'utiliser la loi comme une stratégie de campagne en l'annonçant près de 2 semaines avant des élections très attendues. Un podium géant et un public qui va avec, quelque part au Brésil, pour voir du passinho. Cette danse venue des favelas est désormais classée patrimoine culturel immatériel de l'État de Rio de Janeiro, tout à la gloire de ces tristement célèbres quartiers défavorisés.
Moi, je suis une jeune femme qui a été sauvée par le funk, par le passinho. Je viens d'une famille où tout le monde a été impliqué dans le trafic de drogue, ce qui est malheureusement notre réalité dans les favelas. Mais je crois que, comme j'ai changé de vie, tout le monde peut aussi changer. Les jeunes des favelas, victimes de préjugés, de la réputation peu glorieuse de leur environnement, ils ont voulu faire parler d'eux cette fois en bien. Dieu sait combien nous nous sommes battus pour que cela arrive. Comme c'est une danse de favelas, les gens la regardent différemment. Mais non, le passinho est quelque chose de paisible, de calme. C'est très bien. Le passinho, un patchwork de capoeira, de breakdance, de samba et de jeux de jambes entraînants, c'est du funk made in Brésil. Pour moi, le fait d'avoir décrété le passinho patrimoine culturel immatériel de Rio apporte une valeur très importante à ces personnes, car cela va certainement changer la vie de beaucoup de gens. Là où le quotidien est rythmé par la violence, le passinho redonne de l'espoir et à présent, c'est tout le Brésil qui danse.